Bonjour et merci d'être là. Bienvenue au Hub. Je suis Anaïs Lala et je suis chargée des événements du Hub et de leur communication. Le Hub, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est cette salle qui a été créée il y a 10 ans pour réunir tous les acteurs de notre écosystème sur des sujets d'innovation. Et le Hub, c'est également l'accompagnement des startups qui sont investies par les fonds d'investissement BPI France en capital risque. On est une équipe de 30 professionnels qui les accompagnent au quotidien avec un accompagnement talent de recrutement, un accompagnement de mise en relation entre les grands groupes et les startups, un accompagnement aussi en visibilité de toutes les actions qui sont menées au quotidien. On a également des clubs métiers pour les faire se rencontrer et échanger entre pairs. Et on organise également 2 à 3 événements par mois sur des thématiques différentes, des typologies comme des look-up, des catch-up et des take-up. Et ce matin, on est réunis pour un catch-up qui sont des échanges de bonnes pratiques sur le sujet aujourd'hui de l'intelligence artificielle et comment accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle dans vos entreprises. On a organisé cet événement en partenariat avec Ringover. Ringover, qui est une start-up qui a également été investie par BPI France, par le fonds d'investissement Large Venture. Un grand merci à Ringover et particulièrement à Vincent et Lina dans l'organisation de cet événement. On a également été accompagnés par KPMG, notamment avec plusieurs études. Et je vais du coup passer la parole à Baptiste Desdieux ce matin qui va introduire cette table ronde. Baptiste qui est directeur innovation chez KPMG. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Baptiste Dedieux. Je suis directeur dans l'équipe innovation de KPMG. Et en fait, plus concrètement, je digitalise et automatise les processus d'audit. Et en fait, depuis 2 ans, je travaille sur le déploiement de l'IA, donc toutes les actions qui visent à favoriser l'adoption en interne chez KPMG. Et en fait, de par mon expérience, je suis amené à accompagner nos clients à déployer l'IA dans leur fonction finance. Mon quotidien, c'est beaucoup de conduite du changement. Je partage souvent une anecdote. On est début 2020. On déploie la signature électronique chez KPMG. Donc maintenant, c'est un outil. C'est notre quotidien. Je suis en train de former des associés donc à l'utilisation de la signature électronique. Et un associé qui vient me voir, il me dit « Écoute Baptiste, moi, ta signature électronique, je ne l'utiliserai jamais. » Vous l'avez compris, on est début 2020. Et le Covid arrive et je le rencontre 6-7 mois plus tard et il me dit « Bon, bah, Baptiste, maintenant quand ma secrétaire m'amène un rapport en papier, je refuse de le signer. Je signe uniquement avec ma signature électronique. » Et en fait, cet exemple, il est symptomatique de ce que représente la conduite de changement dans le déploiement de n'importe quel outil dans une organisation. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça? Simplement parce que quand on a commencé à déployer l'IA chez KPMG, en fait, je pensais que l'adoption allait être totalement naturelle. Notamment avec des collaborateurs qui sont plutôt jeunes, avec une appétence pour l'innovation. Et en fait, la réalité, c'est que ça n'a pas du tout été le cas. Je vais vous donner une stat un peu édifiante. Sur un outil IA, fin 2024, on était à 10% d'utilisation sur 3000 collaborateurs. En fait, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs barrières. La première, c'est que pour la première fois, on déployait un outil qui est utilisé dans la vie perso des collaborateurs, dans leur vie pro. Et on n'utilise pas de la même façon un outil dans sa vie perso que dans sa vie pro. Et notamment chez KPMG, où on a un vrai sujet de confidentialité des données. Je sais que Ludovic en parlera tout à l'heure. On aura un sujet sur le shadow IA, donc l'utilisation non maîtrisée de l'IA par les collaborateurs, sur laquelle on a dû faire beaucoup de sensibilisation. Le deuxième, c'est ce que je vais appeler la barrière à l'entrée de la fonction finance pour l'adoption de l'IA. J'étais à une conférence Windows il y a 3 semaines. Et en fait, il mettait en exergue un point sur lequel je suis totalement en accord. En fait, le sujet IA, il a été pris à bras-le-corps par le marketing, les sales, avec des données externes à foison, peu de sujets de sécurité, de confidentialité des données, et peu de sujets aussi d'auditabilité du modèle, de pistes d'audit. Et finalement, ce sujet-là, on le retrouve dans la fonction finance, parce qu'en fait, on a un métier de confiance. Et finalement, en fait, on a été les derniers à passer à l'IA. Et c'est ce qu'on retrouve dans la dernière étude de KPMG, donc l'IA dans la fonction finance, où finalement, on avait 73% des 2900 entreprises pour lesquelles on a mené cette étude qui nous disaient en fait, j'utilise déjà l'IA dans la production de l'information financière. Et là, vous allez me dire, en fait, le combat, il est déjà gagné.
Mais en fait, quand on regardait dans le détail de ces chiffres-là, on se rendait compte que la majorité n'avait pas, enfin, était au stade de projet, de proof of concept. Donc en fait, le prochain défi, du moins pour la fonction finance, c'est la mise à l'échelle de l'organisation. Ensuite, on avait surestimé le niveau de nos collaborateurs sur l'art du prompting. Prompting, c'est un vrai art. Je pense que j'avais surestimé aussi mon niveau. Et en fait, on venait souvent me voir en disant ben ouais, j'ai la bonne base de connaissances, mais derrière, le résultat n'est pas correct. Et en fait, on regardait dans le détail, on se rendait compte, mais en fait, il n'y a pas de contexte, pas de structure, pas de résultat attendu. Et donc, il y a un vrai sujet sur comment former les collaborateurs sur l'art du prompting. Dernier point, c'est la qualité, la fiabilité des données en entrant, sur lequel nos clients sont sans cesse en train de justement nous donner des conseils. Donc nous, on intervient chez nos clients sur ce sujet-là. Je vais vous donner un exemple très simple. Fin 2024, on travaille sur un outil IA pour adresser un sujet ESG. Et on travaille avec la manager et on regarde un peu les confusions et on voit qu'il y a des éléments qui sont totalement contradictoires. Et en fait, on regarde dans la base de connaissances et on se rend compte que, en fait, elle avait mis un draft de son client qui venait en totale contradiction avec la version dev du client. Donc vraiment, structurer sa base de connaissances, c'est très important. Et, nous, chez KPMG, voilà, on a une base de connaissances qui est très importante. Donc là-dessus, on travaille beaucoup. Et en fait, finalement, chez KPMG, on est un peu les patients zéro sur l'adoption de l'IA. En fait, on a fait beaucoup d'erreurs, et notamment celui d'avoir voulu tout gérer avec l'IA, tous les cas d'usage. Je me rappelle, on s'était vu en juillet 2023, on avait 20 pages de cas d'usage. Sauf que finalement, il y a certains cas d'usage qu'on va adresser via des macros, via des queries. Donc, ce n'est pas déployer l'IA pour déployer l'IA. En fait, aujourd'hui, on sait ce qui fonctionne. Et donc, nous, ce qu'on donne à nos collaborateurs, c'est en fonction de tel cas d'usage, vous utilisez telle IA. Ensuite, on passe beaucoup de temps à former, sensibiliser nos collaborateurs. Ça, c'est un point sur lequel aussi on accompagne nos clients, parce qu'en fait, tous les 3 mois, il y a des nouveautés. Donc en fait, c'est un combat sans fin. Ensuite, on a mis en place une communauté de champions IA. En fait, le sujet, c'est que personne ne se sent légitime pour parler d'IA. Moi, je suis auditeur financier, je sors d'une école de commerce, je ne suis pas du tout de la tech. Mais en fait, l'IA, c'est une réalité. Ce n'est pas de la science-fiction aujourd'hui. Donc en fait, il faut en parler sur le terrain et accompagner les équipes. Donc c'est vraiment un point sur lequel on accompagne beaucoup nos clients. Et pour finir, je sais que Damien en parlera tout à l'heure, sur la valeur en fait, qu'apporte l'IA. Je suis en train de travailler sur un agent IA qui fait un benchmark en quelques clics sur les rapports de durabilité. Et donc, on le présente à une grosse ETI française, ils trouvent ça génial. La manager, elle me dit j'aimerais bien le présenter en séance, donc sur place, à l'ensemble de la direction financière. Et je l'appelle juste après, elle me dit écoute Baptiste, je ne l'ai pas présenté parce que j'ai vu une erreur. Et ce que je lui dis, mais en fait, c'est là où est toute ta valeur. En fait, aujourd'hui, l'IA, elle fait 80% du chemin, et le dernier kilomètre, c'est à toi de le faire. En fait, c'est toi qui vas sublimer et donner de la valeur à l'analyse de l'IA. En fait, l'IA, elle n'est pas là pour te remplacer. C'est juste que le temps que tu vas gagner, tu vas pouvoir le réallouer sur la relation client et donner aussi plus de valeur au métier. Donc voilà, c'est ça un peu les messages qu'on essaie de faire passer, le retour d'expérience qu'on avait. Et je vais laisser la parole à Pierre pour étendre finalement le sujet retour d'expérience à l'ensemble des participants à la keynote. Merci beaucoup, Baptiste. Donc, comme déjà, je me présente. Pierre Jarijon, je suis responsable de l'accélération intelligence artificielle pour BPI France. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, je suis la personne qui doit permettre l'arrivée de l'intelligence artificielle d'un point de vue technologique, métier et réglementaire dans les activités de BPI France au profit de ses clients. Comme tu le disais, Baptiste, un très bon retour d'expérience sur un vertical métier, hein, comme on dit, celui de la finance, avec déjà beaucoup d'éléments, je pense, très intéressants, mais finalement assez vertical. Et donc, justement, on a la chance ce matin d'avoir un panel pour notre table ronde qui est justement exhaustif, au sens où on a différents secteurs et différents profils. Panel que j'invite à me rejoindre dès maintenant et que vous pouvez applaudir.
Est-ce qu'on a un micro pour tous? Non, donc faudra se le passer. Bah justement, je vais peut-être passer mon micro et te laisser te présenter. Bah, enchanté à tous. Je suis Ludovic Rateau, je suis le CEO de Ringover. J'ai par le passé dirigé l'équipe produit et technique de Ringover. J'ai été justement proche de tous ces sujets-là parce que vous le savez, en 2020, grosse traction chez Ringover et on s'est dit ok, l'IA générative, franchement c'est génial, il y a plein de choses à appliquer, il ne faut pas le faire n'importe comment, mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler pour améliorer en termes de productivité les équipes commerciales et les équipes support des entreprises. Donc je suis ravi d'être avec vous pour en parler. Bonjour à tous, Thomas Solignac, je suis entrepreneur dans l'IA depuis un peu moins de 15 ans. Historiquement, je suis spécialisé sur le traitement du langage. J'ai monté ma première boîte sur tout ce qui est traitement automatique du mail, du document, etc. Et depuis 3 ans, mon focus, c'est d'aider les boîtes industrielles, qu'on appelle aussi parfois un peu traditionnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas très orientés tech, qui n'ont pas d'équipe de dev ou qui n'ont pas d'ingénieur informatique, à mettre en place de l'IA de bout en bout, depuis on ne sait pas quoi faire, au secours aidez-nous, jusqu'à la mise en place de projets concrets qui fonctionnent avec un retour sur investissement mesuré, mesurable. Voilà en 2 mots. Et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous, je suis Elsa Darquier, je suis la DG de Brut, le média social. Et donc nous, l'IA, on l'a vécu, on va vous raconter tout ça ce matin de façon très accélérée, puisque Brut étant natif sur les réseaux sociaux, tout ce qui est innovation du Web3 au NFT, on a tout pris comme sujet. Et l'IA particulièrement, on a donné encore plus d'importance à l'IA. Et dans les médias, on est fiers aujourd'hui de montrer qu'on est un bon cas d'école. Donc on va partager tout ça avec vous par rapport à notre secteur. Bonjour à tous, Damien Bon, je suis le CEO de Skill & You, qui est une EdTech spécialisée dans la formation professionnelle à distance. Et donc l'IA, chez nous, vous verrez, on a 2 activités de call center, une sur la partie commerciale et une sur la partie suivi élève. Et donc c'est des activités qui sont largement optimisables ou améliorables par l'IA générative. Donc j'aurai l'occasion de vous parler des retours d'expérience qu'on a bien fait et ce qu'on a moins bien fait aussi. Un grand merci à vous 4. Et pour que justement les échanges soient francs et sans filtre, je tiens à rappeler que ce matin, des intervenants qui sont ici le font à dire d'experts et en aucun cas ne représentent la vision de leur entreprise, puisque on peut voir parfois quelques petites différences. Donc là, on est vraiment sur de l'expertise. Je vous propose de démarrer avec une première question qui est finalement un peu provocatrice, mais utile. On comprend que c'est des investissements qu'il faut réaliser pour pouvoir utiliser de l'intelligence artificielle. Mais pourquoi on investit finalement? À quoi ça sert? Alors, je commence, mais... Alors, on voit l'IA partout, vous avez vu en marketing, IA, c'est génial, mais au final, qu'est-ce que ça fait? 2 points de vue chez Ringover. Il y en a un qui est sur la partie, justement, ce qu'on voit chez nos clients et ce qu'on fait chez nous. Donc, j'essaie de prendre la brique CEO et de prendre beaucoup de hauteur pour me dire, OK, je ne parle pas au nom de Ringover, c'est très différent. En IA, ce qui est génial chez nous, on fait donc des solutions de communication cloud, que ce soit téléphonie, vidéo, WhatsApp, SMS. L'idée, c'est de se dire, OK, on est premier utilisateur de nos outils. Nos équipes commerciales et support utilisent nos outils en natif. L'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait gagner du temps avec de l'IA générative? Donc pour ça, on avait, je me rappelle, la Head of Sales France qui me disait « Je passe mes journées à réécouter les enregistrements de mes appels, de mes commerciaux, etc. » Avec l'IA, on peut arrêter ça. On a des modèles aujourd'hui qui existent et qui se disent « Ok, je vais transcrire, je vais résumer les conversations » et ainsi tu gagnes 70% de ton temps sur les réécoutes. Tu passes juste sur les résumés, c'est facile. CTRL F, ça va beaucoup plus vite. Tu peux te dire « Ok, voilà, je reviens à tel endroit de la conversation » sans forcément avoir juste un MP3 où tu peux avancer, reculer. Ça change la donne. De même, on peut aller encore plus loin. On le disait tout à l'heure, c'est de se dire, OK, avec un bon prompt, bien fait, une fois que tu as une transcription qui est en fait un document texte sur lequel tu peux utiliser de l'IA générative, c'est de se dire, avec un bon prompt, tu peux extraire des données qui sont hyper importantes de l'entreprise. Comment tu t'assures que ton commercial, du coup, a bien pris les notes à la fin de l'appel?
En fait, ça te permet d'avoir un double check avec une IA qui va dire, OK, est-ce que tu n'aurais pas dû taguer l'appel en, je sais pas, on en parlait tout à l'heure, de démo, ou est-ce que tu as bien décidé, enfin, trouvé qui était le décideur. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles, en effet, ça fait gagner du temps en termes de productivité, en termes de gain de temps. Franchement, je pense que vous l'avez tous expérimenté. En interne, il y a quelque chose qui m'a tenu à cœur, c'est, vous savez, je viens de la partie plutôt product tech et ça participe évidemment au business. Ce qui est assez chiant sur cette partie technique, c'est que souvent on doit remplir des documents qui sont à peu près toujours les mêmes de sécurité, vous savez, je ne sais pas si vous avez l'habitude de ça. Et ça, aujourd'hui, si vous prenez une IA type Copilot et autres, vous pouvez mettre les anciens RFP ou les appels d'offres auxquels vous avez déjà répondu, vous les mettez dans le document de Microsoft, et lors d'une nouvelle appel d'offres, il permet de vous aider à remplir ou voire d'auto-compléter. Donc il y a plein de gains de temps comme ça. Je serais ravi d'échanger avec les autres sur le sujet. Ben justement, peut-être Damien, en complément, toi aussi, sur pourquoi il faut se lancer et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Pourquoi il faut se lancer, je pense, je renverserai à mon avis assez vite la question sur comment il faut se lancer, parce que bon, si vous êtes là, je pense que vous avez compris que c'est une massive rupture technologique. Donc comme toute rupture technologique, ce qu'on peut en faire, c'est multiple. On peut parler de cas concrets, mais vous avez bien évidemment toute la zone de la différenciation produit, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses ou d'offrir des services qu'on n'était pas en mesure de faire, et je pense plus l'arrivée de l'agentic va massivement se déployer, plus les cas d'usage vont être forts. Et après, le deuxième, c'est l'excellence opérationnelle, à la fois dans la qualité de service de ce que vous offrez aujourd'hui et l'excellence opérationnelle dans la réduction des coûts, puisque à un moment donné, on gagne aussi sur son marché si on est en B2B, si on est plus compétitif que le voisin. Donc ça fait quand même 3 champs entre la qualité de l'offre, la rupture, la différenciation et l'économie, qui sont des bonnes raisons de s'intéresser à l'IA. Donc concrètement, nous, on a un peu passé depuis 2 ans le spectre de tous ces sujets chez nous pour essayer de se dire comment est-ce qu'on va prioriser concrètement les sujets. Encore une fois, il n'y a pas de débat, il faut qu'on y aille. Et après, je pense qu'on parlera plus tard de l'adoption dans l'IA et comment on fait en sorte que concrètement on y arrive. Mais donc pour vous donner des cas nous on a commencé par se dire on va d'abord être meilleur en interne, et donc on améliore la qualité de service, et au passage, c'est jamais binaire, il y a des réductions de coûts, donc on a travaillé typiquement sur, donc je vous disais qu'on a des centres d'appel, on a déployé un outil qui est maintenant embedded dans pas mal d'outils de téléphonie aussi, je pense que Ludovic pourra en parler, mais qui fait des résumés d'appels. Donc concrètement, ça permet chez nous, des profs, des coachs, de plus stresser au moment de prendre la prise de notes. Et donc, ils sont pleinement dédiés à finalement écouter le client, parce qu'ils savent que le résumé de l'appel va être pris, il va être synthétisé, les prochaines étapes vont être détectées et donc vont permettre vraiment de créer un point d'action très fort. Le deuxième sujet, pareil, qui prenait des années, c'est la création de quiz. Donc ça, c'est vraiment typiquement un truc que l'IA fait hyper bien. Avant, c'est con, mais faire un quiz, ça nécessite d'avoir un bon expert qui maîtrise hyper bien son sujet, qui sait quelle technicité on veut en sortir. Aujourd'hui, le niveau de quiz, il est définissable par l'élève et le truc sort en à peu près 30 secondes. Donc c'est vraiment une rupture qui permet de mieux s'auto-évaluer. Et après, des sujets d'optimisation, on en a pas mal, d'un chat à disposition des apprenants qu'on a mis pour aller taper dans toute la base. Là, on est en train de travailler sur des corrections automatiques qui sont aujourd'hui faites par des formateurs. Donc après, on pourra poser la question de comment déployer tout ça. Et après, effectivement, en parallèle, on réfléchit aussi à des ruptures sur l'offre, la différenciation, en génération de nouveaux contenus, de nouvelles formations. Bien évidemment, aujourd'hui, l'IA historiquement, on avait plutôt tendance à s'appuyer sur des formateurs et on revoyait le contenu. Aujourd'hui, on pond du contenu via l'IA et on demande aux formateurs de revoir. Donc, il a fallu changer nos process. Donc, en fait, c'est beaucoup de boulot, mais ça, je pense que ça va être propre à chacun de vous. Vous avez probablement commencé à faire le travail. Il faut vraiment le prendre de manière assez structurée, de se dire, OK, c'est quoi mon marché? C'est quoi mon marché demain? Avoir vraiment se prendre du temps de brainstorming avec les équipes pour se dire quel nouveau service va sortir quand on comprend bien ce qui est capable de faire l'IA aujourd'hui et demain. Enfin, on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui s'appuie sur
l'optimisation de sémantique avec une approche très probabilistique, mais les capacités en matière de raisonnement. Aujourd'hui, les sujets frontières de l'IA, c'est le reasoning et la création de contenus différenciés. Ça, aujourd'hui, ça avance très vite. Les modèles s'améliorent à une vitesse folle. Et donc aussi, moi, je vous interpelle sur vraiment essayer de comprendre aujourd'hui ce qui est en capacité de faire l'IA, là où elle est très forte, là où elle bute aujourd'hui, pour essayer de vous dire comment est-ce que je peux appliquer ça, à la fois en génération de nouveaux produits et en excellence opérationnelle. Faites-vous appuyer d'experts. Mais après, moi, je suis ingénieur de formation, donc j'aurais envie de vous dire, déjà, la première étape, c'est vraiment de comprendre de quoi on parle, et vraiment dans les détails, rentrer dans les détails, ce qu'est c'est capable de faire, comment ça fonctionne. Voilà, je pense que tous ceux qui ont bâti des SaaS ont compris comment fonctionne une API. Bah là, c'est la même chose, il y a une petite barrière à l'entrée, elle n'est pas grosse, mais plongez-vous dedans et vous comprendrez rapidement tout ce que c'est capable d'offrir pour votre business. Merci beaucoup. En fait, on vient de répondre au pourquoi. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train d'aller vers le comment. Tu dis qu'il y a beaucoup de travail. Et justement, peut-être que Elsa et Thomas, on commence peut-être par Elsa, sur justement comment on s'organise, comment on met en place cette gouvernance IA, cette organisation IA. Vous avez peut-être des retours à nous proposer ? Nous, on a vraiment commencé fin 2023, donc c'est assez récent finalement, alors qu'on est un pur player du social. Et ce qui est important, on en parlait avec Thomas tout à l'heure, nous, à Paris, on est 200. Donc la taille, je pense, des équipes aussi joue un rôle, parce que ce que je vais vous raconter, évidemment, ça dépendra de la taille de vos structures. Et souvent, à beaucoup plus de 200, les changements sont beaucoup plus lents. On a commencé, donc on s'est dit, OK, on voyait tous les effets d'annonce qu'il y avait dans la presse chaque jour, toutes les solutions qui sortaient, de nouvelles solutions. Et je pense qu'il y a eu un mouvement un peu de panique aussi au sein du comité de direction en disant, oh là là, il faut y aller, mais on ne savait pas du tout comment y aller. Déjà, il y avait un vrai sujet, c'était le profil ou les profils qui devaient nous accompagner. Donc là, c'est la BPI qui nous a recommandé chaudement un profil qui travaille toujours avec nous 3 jours par semaine. Et le choix de ce profil a été clé parce qu'il fallait quelqu'un qui comprenne nos métiers, qui soit hyper créatif, qui comprenne aussi notre style de management en tant que gouvernance, qui soit capable de venir pitcher devant notre board d'actionnaires. Enfin, voilà. Bon, le mouton à 5 pattes, on l'a trouvé. Et nous, ce qu'on a vécu début 2024, c'est, je vous invite à regarder la courbe là, de Gartner qui dit le hype cycle. On a commencé, on avait des attentes hyper hautes et on s'était dit on va tout délivrer en 6 mois. C'est une question de budget. Donc, on allait voir nos actionnaires, on disait donnez-nous des fonds, il faut y aller. On ne va pas développer, nous, les IA, quoique on n'était pas loin de vouloir les développer nous-mêmes. Et en fait, on a eu des attentes hyper fortes. En fait, on s'est vu que très vite, c'était très consommateur de cash et qu'au-delà de ça, en fait, notre métier, c'était quand même d'être un média. Donc, on n'était pas du tout des ingés d'IA générative. Et du coup, après, il a fallu gérer toute la courbe de désillusion et vraiment se refocuser sur qu'est-ce qui est vraiment important. Et au CODIR, c'était hyper dur parce qu'on entendait mais on est nul, on n'est pas au niveau, et regarde ce que font les autres. Parce que là, si vous regardez, c'est des effets d'annonce tous les jours. Ils ont fait un partenariat avec Perplexity, ils ont fait un partenariat avec Mistral, et vous êtes là, mais comment ils font et où est-ce qu'ils vont, quoi. Donc, il a fallu vraiment gérer cette courbe-là, essayer de protéger les équipes aussi de ces moments de doute et de désillusion. Ça a été, je pense, le plus dur pour nous en tant que dirigeants, parce qu'en fait, on est hyper esselés dans nos jobs, mais encore plus sur un sujet qu'on ne maîtrise pas. Tu disais, on n'est pas des experts, moi non plus, j'ai fait du droit, donc assez loin de l'IA générative. Et après, en fait, j'ai envie de vous dire, une fois que vous avez, ça peut paraître des petits chantiers, mais une fois que vous avez vos prios, vous concentrez là-dessus, et là, en fait, ça déroule. C'est le changement culturel, il se met en place. En 1 an, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais je prendrai le temps si ça vous intéresse. On a des métiers qui ont disparu, on a des métiers qui ont réapparu, on n'a pas eu de problème, on n'a pas eu de mouvances sociaux en interne. Et en fait, tout se fait naturellement. Et au milieu de tout ça, il faut mettre beaucoup de jeux. Enfin, nous, on a une moyenne d'âge qui est de 27 ans, donc encore une fois, c'est atypique, mais voilà. À la rédac notamment, et c'était de se dire comment on rend le truc un peu sexy, un peu ludique. Parce que très vite, ils vont dire « mais mon métier va disparaître », etc. Et donc là, on est en juin 2025. Là, on voit les effets sur notre business model, sur notre chiffre d'affaires aussi. Donc voilà. Donc il a fallu vraiment, je dirais, d'abord, nous, comité de direction, accepter cette courbe de désillusion et se dire, en fait, on ne sera pas le futur OpenAI. Se refocuser sur des priorités assez claires. Et là, on est dans une phase où l'IA nous amène à revoir notre raison d'être.
On est un média et ça y est, on se rend compte qu'en fait, on n'est plus qu'un média, on est une plateforme de conversation. Et du coup, là, et que tout à l'heure, vous disiez, il faut se reconcentrer sur qui on est, l'avantage concurrentiel. Nous, là, on est dedans. Voilà. Et opérationnellement, comment vous êtes organisé en termes d'équipe? Oui. Ouais. Donc, c'est arrivé à un moment où on avait une fusion des équipes tech et data. Et on avait un data engineer qui était jeune, qui était, je pense, le N-2 de notre head of data, mais qui était très prometteur et qui avait très envie. Donc au départ, il avait super peur. Je disais à Thomas, il me disait non tous les lundis. Et j'étais là, mais on va pas y arriver si tu me dis non tous les lundis. Et en fait, le binôme qu'il a fait avec Alexandre Lavallée, le consultant qui nous accompagne, il a été hyper vertueux. Et après, on n'a pas mis de... En fait, on a demandé à chaque membre du COMEX, tous les mardis, c'est notre comité de direction, on parle de l'IA. Et en fait, c'est un sujet où on s'est tous mobilisés et on a tous accepté de changer le process de décision. Donc, c'est Alex et Clément qui avaient... voilà, on leur disait, voilà, les clés. Donc, au départ, c'est déroutant. Au départ, j'allais à tous les copiles parce qu'évidemment, voilà, c'était ma nature qui revenait un peu contre le fric. Et maintenant, je n'y vais plus du tout. Et en fait, j'apprends un peu a posteriori ce qui est mis en place. Donc, je pense qu'il faut accepter de revoir ces leviers-là. Ces leviers-là. Et voilà. Et puis, parfois, même, on présente un board d'actionnaires tous les 3 mois ce qu'on fait. Et je vous dis la vérité, parfois, je découvre la semaine avant la préparation du board de ce qu'on a mis en place et les impacts que ça a eu. Parce que ça y est, maintenant, c'est installé et ils osent prendre les manettes. Thomas, justement, donc, pour le but de ces gouvernances, c'est comment on fait ses choix, que ce soit en COMEX ou en COPIL. Chez Cairo, quand on fait de l'accompagnement, on commence souvent par le diagnostic. Le diagnostic, ça commence à rentrer un petit peu dans le langage commun de la normalité. Et finalement, on n'a pas réinventé la roue avec le diagnostic. On arrive et puis on fait un état des lieux de ce qu'il est possible de faire. Déjà là, il y a une première surprise. Beaucoup de dirigeants ont peut-être cette croyance, ou en tout cas cette inquiétude, si on le regarde autrement, de dire, mais moi, dans mon secteur, il n'y a rien. Je ne crois pas que l'IA, ce soit un gros game changer. Et on travaille avec des secteurs très différents. Des acteurs qui fabriquent des objets physiques, des acteurs qui sont des bureaux d'études, certains sont dans le digital. On a beaucoup de choses différentes. Et il y a un pourcentage très élevé de dirigeants qui se disent, mais il n'y a rien, moi je ne pense pas qu'il y ait de game changer. 100% des cas, on a énormément de cas d'usage importants. Et dans 80%, je dirais, des cas, on a une disruption majeure qui s'annonce à court terme. Quand je dis disruption, ce que ça veut dire, c'est une modification du modèle économique du secteur concerné, très probablement due à l'IA. Donc, première petite montagne de notre montagne russe, le premier moment de redescendre, de remonter, c'est ce moment-là où en fait, le dirigeant découvre qu'il y a plein de cas d'usage possibles et que non seulement il y en a plein, mais en plus, ils ont un impact qui n'est pas seulement de l'efficacité, mais qui est aussi invite à repenser l'activité et son cœur de valeur. C'est le premier moment, on va dire. Le second, c'est quand on commence à aller sur la mise en place des solutions. Parce que forcément, c'est bien d'avoir ouvert le menu, mais maintenant, il faut choisir ce qu'on va développer ensemble. Là, la gouvernance est hyper importante. On a souvent traité les enjeux de tech et d'IA comme finalement des projets purement, je dirais, tech, avec des enjeux qui seraient purement techniques. En vrai, l'IA se positionne dans la catégorie des projets de transformation. Et ça, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça demande un peu de se mobiliser. La bonne, c'est que les projets de transformation, ce n'est pas nouveau. Donc, on met un peu du nouveau dans de l'ancien et voilà, du point de vue de la gestion, de comment on l'organise, comment on l'encadre, etc., il y a des savoir-faire qui existent. Il faut s'appuyer dessus. Ce que ça implique, en revanche, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on va mettre en place des solutions et puis ça va rouler tout seul. Ce n'est pas le seul enjeu. Il y a un enjeu, évidemment, technique, puisque, comme souvent les métiers, je dirais même le geste métier va être repensé, puisque le bon geste métier manuel n'est pas forcément le bon geste métier avec l'IA. Il va y avoir des transformations et il faut aussi que la tech s'adapte. Donc, c'est un petit peu un bon effort, une bonne intelligence de tout le monde, à la fois des équipes techniques un peu souples, des équipes métiers un peu souples aussi, parce que les choses vont bouger, et puis voilà, une direction qui pousse, qui se met au service de ça. Il y a un vrai enjeu de transformation de l'intérieur, de dire on veut vraiment y aller. Moi, j'ai vu un peu tous les cas. J'ai vu des dirigeants qui sont allés en mode bourrin, où ça a marché, où ils se sont dit, OK, maintenant, on y va sur l'IA et c'est parti. Et ils ont eu
parce que leur culture était comme ça, parce qu'il y avait un dirigeant extrêmement main de fer, un peu jupitérien, ils y sont allés comme des bourrins, et c'est parti, on met en place de l'IA, c'est maintenant, c'est 100%. Ça leur a réussi. Il y a des cas où ça a été plus difficile, il y a eu des grosses guerres en interne, il y a eu des cas où c'est parti plutôt par le bas, j'ai vu un peu tous les cas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a besoin des deux. Vous savez, il y a toujours cette discussion top-down versus bottom-up. Il y a besoin des deux côtés naturellement, c'est-à-dire qu'une direction qui est absente ou des équipes métiers qui ne sont pas dans le projet, dans aucun des deux cas, ça marche. Donc la question de la gouvernance, en fait, c'est la question d'un sens commun, d'une vision commune, et quelque chose qui fasse aussi dans une certaine mesure consensus. Le consensus, il est difficile. C'est pour ça qu'on recherche souvent les champions. Ce qui a traversé, j'ai le sentiment, cette discussion jusqu'ici, c'est aussi la recherche des champions. Qui sont les personnes en interne qui vont être capables de collaborer avec l'externe, mais aussi avec l'ensemble des autres parties prenantes et dire « Ok, on y va, regardez, ça marche, je connais notre métier et je vous le montre, c'est possible. » Parce qu'en fait, c'est aussi une question de bilinguisme, c'est une question de traduction. Il y a des gens qui parlent tech, IA, il y a des gens qui parlent très métier, et il faut trouver cette espèce d'interconnexion. Et il y a probablement un moment, dans quelques années, où ça deviendra une pure évidence. Mais vous savez, ça passe toujours par ces étapes-là de... c'est une opposition frontale, puis ça a toujours été une évidence. Comme Baptiste le citait en introduction, je pense que l'exemple est très bon. Ce passage de on est en opposition à c'est une évidence, il arrive à chaque fois, donc il ne faut pas paniquer. Ça fait partie des étapes, et en fait, la gouvernance, elle intervient aussi à cet endroit-là, de dire il faut faciliter cette transition-là. Donc, on est sur de la transformation, et la transformation, c'est jamais facile. Elsa en a déjà parlé avec la fameuse courbe de la désillusion et ses conséquences. Ludovic, tu veux peut-être aussi nous donner quelques exemples d'écueils à éviter, de problèmes rencontrés? Ouais. Bon, déjà, je vais un peu revenir là-dessus. On est dans une phase de transformation, en effet. Toujours d'un point de vue perso. Je pense que tout le monde galère. C'est ça le secret. C'est tout le monde galère et tout le monde s'adapte. C'est un outil formidable qu'on va pouvoir adopter. Attention à ce que ça ne devienne pas un gadget. Il y a plein d'endroits où c'est parfaitement adapté, où ça fait gagner du temps. On utilise Zendesk pour la partie ticket chez nous. Et vous voyez, au début, on avait quelqu'un qui était sur la partie documentation. C'était bien. En fait, il y a des outils d'IA aujourd'hui qui vous permettent, selon les questions de vos clients dans vos tickets, de générer pour vous la meilleure documentation possible qui répond à l'ensemble des questions de vos tickets. C'est un des points de vue, je trouve, où ça fait mieux que ce qu'aurait pu faire un humain. Franchement, c'est canon. Donc, il y a des endroits comme ça où ça marche vraiment et des endroits où c'est gadget. Donc, attention à ça. En fait, c'est un outil. Prenez-le vraiment comme tel. Ça s'applique à certains endroits et pas forcément à d'autres. Bon, de même, la partie qui fait peur, souveraineté des données. Attention, forcément, quand vous allez utiliser une IA générative, quelle qu'elle soit, faites attention à où vont les données. J'en profite pour vous parler un peu du Shadow IT. Shadow IT, c'est penser à vos salariés. Peut-être qu'ils utilisent justement un chat GPT en personnel. Attention à ce qu'ils n'utilisent pas forcément cette même instance-là pour le travail. Vous ne savez pas où vont vos données. Je prends un exemple quelconque, je ne sais pas, imaginez une appel d'offres qui part. Bon, imaginez votre code source qui part. Entre parenthèses, d'ailleurs, le peer programming, personnellement, j'y croyais pas trop entre deux humains, et je crois que c'est phénoménalement tranchant entre un humain qui utilise très bien une IA générative pour s'aider pour le code. Je referme la parenthèse. Donc du coup, faites attention à ces données-là et faites attention à ce que justement vos employés disposent de licences enterprise, que votre entreprise a sélectionné, que vous soyez sûr derrière des contrats et qu'elles ne soient pas du coup envoyées n'importe où. Il y a plein de choses open source qui marchent très bien, qui sont très prometteuses, mais sur la partie LLM, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord que ce que font OpenAI, les GAFAM et compagnie marche extraordinairement bien pour l'instant et que l'open source n'est pas encore peut-être à ce niveau-là. Mais faites attention, ouais. Shadow IT, attention, prenez peut-être un contrat pour... même si ça coûte de l'argent, on est d'accord, mais en tout cas, c'est peut-être plus pérenne pour l'avenir. Voilà, et bien sûr, tout ce qu'on a dit, prompt engineering, attention, équipez-vous d'experts pour ça. Je pense que c'est assez compliqué parce que le prompt est la base de tout en IA générative, en tout cas une base certaine côté front utilisateur, et pourtant elle n'est pas simple à comprendre. Il faut avoir une habitude, il faut avoir, même parfois, il faut utiliser l'IA générative pour générer des prompts qui sont parfois bien meilleurs que ce qu'on peut créer.
Donc voilà, je voudrais pas faire peur à tout le monde, mais en tout cas, voilà ce qui me vient de suite. Très bien. Dans l'idée, c'est pas de faire peur, mais c'est de dire que justement, comme tu le disais, ça se passe pas bien forcément de la première fois. Et Elsa, quand on avait préparé cette réunion, tu m'avais donné une phrase que j'avais trouvée intéressante. On va se tromper, on va se planter et on va recommencer. Est-ce que tu veux un peu développer sur cette partie? C'est ce que je vous disais, c'est la partie la plus dure finalement, parce que on a la pression de la santé financière de notre entreprise, on a la pression, nous, des audiences en tant que médias. Et donc, du coup, accepter de se dire on va se planter alors que ça fait des années qu'on se dit qu'on est le leader sur les réseaux sociaux, auprès de notre board, on est les bons élèves, etc. C'est hyper dur de leur dire en fait ça va pas du tout se passer comme prévu et on vient de les réaliser. Donc ça, c'est les préparer, nous préparer nous en interne, psychologiquement, et préparer aussi nos équipes et l'externe. Nous, ce qu'on a fait en fait, ce qu'on a cassé, c'est qu'il y avait vraiment une équipe d'experts qui était dédiée à auditer les solutions qu'il y avait sur le marché, les tester en interne, et après, une fois, ils parlaient avec les métiers, ça marche, tiens, je te donne la solution. En fait, c'est là où on a fait le plus de bêtises. La première, c'était en janvier. En fait, je crois que c'était en janvier 2023, c'était bien avant la fin d'année 2023. On voulait lancer les avatars, voir si c'était une vidéo avec un avatar qui incarne la vidéo marchait. Et nos équipes en interne nous ont dit ça prend à peu près entre 3 semaines, un mois pour le faire. Ok, d'accord. Et en fait, un seul journaliste dans la rédac dit il teste une IA. Et il dit, voilà, et l'après-midi, on a un avatar. Donc, en fait, tout ça, on a perdu beaucoup de temps. On a jeté aussi beaucoup d'argent à la poubelle, en fait. On a acheté 1 milliard de licences. On a payé des voyages à Los Angeles, Las Vegas, à tout le monde pour aller voir ce qui se faisait de mieux. Et en fait, on a gagné, je pense, ce côté-là en mettant nos 2 experts, donc Clément et Alex, au milieu de la rédac, en leur disant, vous êtes dans l'open space et bossez avec eux et n'interprétez pas leurs besoins. Enfin, c'est eux qui savent ce dont ils ont besoin pour créer un sujet. Et donc, ça, je pense que... Donc, ouais, on a mis quoi, 1 an et demi, je ne vous dirai pas les montants, mais c'est évidemment des montants à 6 chiffres qui sont partis. On va dire maintenant qu'il fallait ça pour arriver là où on est aujourd'hui. Mais je pense qu'en fait, on a voulu le prendre un peu de façon en se disant on a besoin d'avoir des experts, on avait un peu tous peur, et du coup, ça nous rassurait d'avoir cette direction IA. Tous les gens vous disent, mais est-ce que vous avez une direction IA? En fait, c'est pas grave si vous n'en avez pas. Il faut juste, on vous le disait, le bon champion au bon endroit dans la boîte, et surtout qu'il y a les clés pour prendre des décisions. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a plus de cas de succès. Mais ce qui a changé aussi, c'est qu'on ne dit plus aux équipes trop quelles sont les solutions qu'on utilise, parce qu'en fait, ça change tous les 3 mois, voire toutes les 3 semaines. Et donc, en fait, on a créé une interface et on change. C'est comme si vous étiez chez vous, vous aviez la façade de la maison et vous changez les modules. Et vos équipes, en fait, n'ont pas besoin de savoir si c'est Claude 3 ou ChatGPT 4 ou Eleven 5. Enfin, ça, c'est Alex et Clément qui font leur tambouille, qui font la tuyauterie derrière. Nous, on veut juste qu'ils sachent faire du script façon brute. Donc, on a entraîné des IA à ça. On veut qu'ils nous génèrent un share text pour de la publication sur Facebook comme ça, sur TikTok comme ça. Et voilà. Et en fait, ça change tout le temps. Donc même moi, j'ai arrêté de suivre parce que ça va trop vite. Et ça vous demande moins d'investissement aussi que de parier sur une seule IA. Merci sur ce retour très instructif. Moi, je me dis, là, on est en train de se dire, OK, on avait vu pourquoi il faut y aller, on a vu comment il faut y aller, on a vu les erreurs à faire, d'ailleurs, plus qu'à ne pas faire, parce qu'on se rend compte que c'est ces erreurs qui nous aident. Mais une fois qu'on a fait tout ça, on est sur de la transformation. Comment on se réorganise? Où est-ce qu'on met les leviers? Damien, peut-être, sur cette partie-là? Comment on se réorganise? Où est-ce qu'on met les leviers? Déjà, la première, c'est les questions précédentes, mais c'est vraiment clarifier ce qu'on veut absolument faire, parce que ça peut être très différent déjà de le faire en interne, d'utiliser des solutions de marché, de comprendre qu'est-ce qu'il y a où est le coût, où est la connaissance. Moi, je pense que c'est vraiment un sujet qui nécessite quand même de comprendre que aujourd'hui, les modèles économiques, y compris de ce qui nous est facturé par les grands providers, les grands LLM de marché, ou même tous les gens qui sont autour de cet écosystème,
et pas facturé à vraie valeur. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte dans l'équation économique à moyen long terme. Il faut s'attendre quand même à une inflation assez importante des coûts, qui sera la traduction de la facture énergétique et j'en passe. Donc ça, c'est quand même important quand on construit son business case. Enfin, je ne vous parle pas d'un POC, hein, mais si vous devez passer du temps pour industrialiser, parce qu'aujourd'hui, ce qui prend le plus de temps, c'est pas de faire le POC. Je pense que on vient d'en discuter, le POC, ça peut être fait de manière assez rapidement. Bah, après, ça reste un projet de transfo, d'implémentation. Et donc derrière, il faut s'assurer que la data elle est correctement structurée, parce que, encore une fois, la qualité de ce que vous ressortez, c'est la qualité de ce que vous donnez en introduction, même si elle peut être un poil aujourd'hui moins formatée que ce qui pouvait être fait avant. Le contexte dans lequel vous utilisez l'IA est quand même hyper important. Et ça nécessite, vraiment, c'est des projets d'engineering pur et dur, hein, donc il ne faut pas croire que ça va être fait en 2 minutes. Et donc, pour, encore une fois, justifier la valeur, il faut prendre dans l'équation économique le coût aujourd'hui de ce que ça vraiment représente, et vous pouvez mettre un facteur multiplicatif assez important de ce que ça va représenter demain. Pour autant, il y a encore plein de projets qui ont un ROI très très positif, soit parce qu'encore une fois, ils créent une rupture dans l'offre, soit parce que quand vous comparez ça au coût de ce que vous pourriez avoir en interne avec des collaborateurs, il y a quand même un différentiel qui reste très important. Et donc après, dans la mise en place, moi je pense qu'il faut veiller à aujourd'hui, il y a des biais, il y en a de moins en moins parce que quand même les moteurs s'améliorent chaque jour, mais il y en a encore. Vous prenez encore le dernier OpenAI, pour pas le nommer, c'est quand même un niveau de confiance en soi qui est quand même assez fort. Et de temps en temps, ils n'hésitent pas à sortir des choses qui sont un peu au-delà de temps en temps du raisonnable. Donc ça, il faut quand même continuer de challenger ce qui sort des grands LLM. Hein. Le deuxième, c'est faites attention à la perte de compétences que vous pourrez avoir à terme. Parce qu'à la fin, la barrière à l'entrée, oui, c'est savoir implémenter l'IA, mais moi, j'ai toujours vu ça comme le capital humain, parce que finalement, capable de faire une IA, une boîte concurrente est capable de le faire. Donc, jugez, si vous êtes investisseur, regardez le nombre de collaborateurs d'une boîte, ça vous dira un peu la barrière à l'entrée. Et 3, la perte de l'esprit critique. Donc, il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels, quand vous vous lancez dans un projet, moi, je me dis, il est où l'esprit critique dans la chaîne de valeur ? Qu'est-ce qui va m'assurer que le truc n'est pas en train d'halluciner et qu'on a mis les bonnes barrières ? 2, comment je conserve in fine la compétence à moyen terme ? Et bien sûr, 3, comment est-ce que je corrige à très court terme les biais ? Une fois qu'on a lancé ça, après, pour moi, c'est vraiment des projets, je crois qu'on Thomas en a discuté, de transfo classique. On design ce qu'on veut faire, on met des étapes de validation, on y va et on trouve les bons référents et les bons sachants dans l'entreprise. Mais vraiment, je pense qu'il faut quand même veiller à ne pas se lancer. Il faut vraiment y aller. Je ne suis pas du tout en train de vous repayer, mais il faut y aller en maîtrisant quand même ce qu'on veut faire. Ça reste des projets d'engineering pur et dur. Donc, il va vous falloir des data engineers, il va falloir toute la stack technique, parce que c'est des projets de rupture technologique et il y a le mot tech dedans. Donc voilà. Donc, projet pour moi en implémentation classique, mais soyons vigilants. 1, au modèle économique. 2, à la maîtrise, je dirais, de l'esprit critique et de la compétence. Merci beaucoup. Thomas, on parle donc de transformation, mais transformation incrémentale ou de rupture, nouveau business model peut-être ? Comme je disais, il y a ces 2 grandes catégories, hein. Gain de productivité, disruption. Gain de productivité, c'est le plus facile à amener aux dirigeants. C'est-à-dire que naturellement, les dirigeants cherchent à trouver les cas d'usage qui vont gagner la productivité. Je dirais que c'est assez acquis. Donc ça, on va dire que c'est la partie, en tout cas, dans ce premier temps, la plus facile. Pour autant, l'impact est considérable. Hein. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on considère classiquement dans l'industrie comme des points de productivité gagnés, ce qu'apporte l'IA est juste énorme. Ce n'est pas juste important, c'est énorme. Donc il faut le faire, c'est très important, d'autant qu'il y a des endroits où ça va complètement devenir indispensable très vite, et puis ça devient la norme. C'est-à-dire que dès lors que c'est possible, vous avez une course contre la montre qui démarre, où les concurrents vont le mettre en place, donc ça devient une performance, et ce n'est pas juste une performance interne. On pense souvent en performance financière ou en efficacité financière, mais c'est aussi une performance pour les clients. Si vous prenez par exemple le domaine de la relation client, évidemment, de plus en plus les clients s'habituent
à l'instantanéité de la relation. Et dès lors que vous avez une normalité marché qui s'installe de cette manière-là, les acteurs qui ne sont plus dedans commencent à être mis sur le côté. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que la relation client, la qualité de la relation client perçue, c'est très lié au taux de churn de la clientèle. Donc, voilà. Donc, vous ne pouvez pas juste laisser sur le côté cette question-là. Et donc, c'est ça la question aussi de la performance indirectement. Ceci dit, il y a l'autre catégorie, la catégorie de la disruption, qui est plus difficile, comme je vous disais, à amener aux dirigeants, pour une raison très bête. Quand on a une activité établie qui est 95% homogène, c'est-à-dire qu'on fait de l'argent d'une certaine manière et c'est là-dessus que l'entreprise repose. C'est très difficile de se projeter sur un modèle différent. C'est plus facile quand on est un peu plus petit ou quand on est en recherche encore de modèle économique, mais projeter un changement de modèle économique, c'est très difficile. Je vous donne un exemple, on parlait tout à l'heure d'audit, mais on peut inclure dedans tout ce qui est audit, conformité et de manière générale tout ce qui est bureau d'études. Tous les métiers qui aujourd'hui passent par de l'étude documentaire sont face à ce questionnement-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que tout ce qui est lecture de documents, qui est au cœur du métier, c'est sûr que ça va changer le modèle économique. Pourquoi? On passe d'un monde dans lequel on vendait du jour homme, et donc l'enjeu c'est la tenue du planning, à un monde dans lequel on va serviciser le traitement du dossier. Et donc, ce n'est pas juste le fait de dire, tiens, on a un auditeur, il vend ses jours hommes, mais il marge plus ou il est vendu moins cher parce qu'il est assisté par l'IA. Ce n'est pas ça l'histoire qui se passe. L'histoire, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui vendent des jours hommes et vous avez des contre-propositions qui sont en train d'apparaître avec des services sous forme de produits que vous achetez par abonnement. Et donc, votre conformité, elle n'a plus du tout la même tête. Le service que vous achetez, il n'a plus du tout la même tête. C'est-à-dire que vous passez d'achat de jour homme à de l'abonnement mensuel. Et au lieu d'avoir un audit que vous faites une fois par an et qui peut-être répond à des obligations légales ou une nécessité juridique, tout d'un coup, vous pouvez le faire toute l'année. Donc, il rentre dans une case un peu différente pour vous, où peut-être qu'il s'agit finalement pas tant juste d'un enjeu d'obligation, mais aussi d'une possibilité, d'une opportunité de qualité, de transparence, de coaching des équipes, etc. Et donc, ça change complètement de case. Et donc, on ne va pas se retrouver finalement avec, d'un côté, des auditeurs, on va dire, classiques et des auditeurs boostés à l'IA. On va se retrouver avec des auditeurs et d'un côté, du SaaS. Et c'est là que la transformation économique, elle est à la fois forte, elle est un peu brutale. Et c'est pour ça que c'est difficile. Alors, qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Comment on fait quand c'est difficile? Il y a une recommandation quand même qui est centrale, c'est de ne pas forcément installer le nouveau business à l'endroit où il y a l'ancien. Assez souvent, on va recommander la création d'une unité business séparée qui va avoir sa propre gouvernance séparée, c'est-à-dire ses propres KPI, sa propre dimension financière. En somme, elle est le plus indépendante possible du business historique et c'est elle qui en fait va commencer à générer de nouvelles mécaniques économiques. Ça, c'est encore ce qui marche le mieux parce que c'est normal et très difficile à empêcher que le business classique très installé inhibe les disruptions. Parce que c'est normal. N'importe quel système qui fonctionne et sur lequel l'entreprise repose va essayer de casser tout ce qui est en diagonale par rapport à ça. Donc cette installation d'unités séparées, autonomes, est hyper important et que souvent les disruptions vont passer par là. Et si vous cherchez les disruptions dans votre environnement économique, je vous encourage à vous poser la question suivante, qui peut paraître très évidente, mais qui est vraiment, je dirais, le fil rouge à tirer. Où est la valeur ajoutée profonde de ce qu'on fait? C'est-à-dire, par exemple, on parlait tout à l'heure d'audit, de conformité, etc. Est-ce que l'enjeu, il est purement de l'ordre de l'obligation légale et il n'y a pas le choix? Et dans ce cas-là, peut-être que l'enjeu de fond, c'est la réduction des coûts. Mais peut-être aussi qu'il y a des enjeux secondaires de marque pour le client. Peut-être que vous avez des enjeux d'accès à une certaine information qui régule certaines dimensions internes. Cette vraie question de la question de fond, c'est elle qui va amener très naturellement le fait de trouver où la disruption va se positionner. Merci Thomas. Donc, une sorte de spin-off un peu, ça peut être ça? Oui, on peut appeler ça une spin-off. L'enjeu vraiment, c'est l'autonomie. On ne saurait pas trop insister là-dessus parce que c'est très difficile de faire de l'autonomie. On a envie de gouverner les trucs innovation qui partent en cacahuète ou ils font ce qu'ils veulent. On se dit mais c'est pas possible. Et en fait, voilà, c'est là l'enjeu de dire bon, il y a un certain regard, mais avec une grande autonomie, une grande liberté. En plus, ils vont se planter, c'est ça le pire. C'est qu'ils vont faire des trucs dans leur coin, ils vont se planter, ils vont avoir des étapes successives, et à la fin, c'est crucial. Donc c'est très difficile intellectuellement, c'est pas du tout classique en termes de stratégie, et c'est là dont on se situe. Sinon, on va se faire couper l'herbe sous le pied par des acteurs qui seront nouveaux, qui, eux, sortent de nulle part, mais qui auront l'avantage d'avoir pris, dès le départ, ce business en biais. Merci beaucoup. On arrive bientôt à la fin de cette table ronde. Ma question s'adresse à chacun d'entre vous.
au cas où il y aurait encore besoin, s'il y avait un message chacun que vous vouliez passer à notre auditoire ce matin, ce serait lequel? Qui veut commencer? Ok. Je vais vous raconter quelque chose de très personnel. Bon, vous savez, en France, on a eu des week-ends en mai qui étaient très longs, cool. En plus, on avait un peu de soleil. J'ai utilisé l'IA personnellement. J'ai construit un poulailler, parce que j'aime bien faire des choses moi-même, etc. Et j'ai utilisé OpenAI justement pour me dire, OK, je veux un carré de 60 par 80. Donc il me le fait, génial. Et je lui dis, OK, extrais-moi les découpes, et comme ça, je vais juste acheter le bois dont j'ai besoin, je fais les découpes, etc. C'est génial. Il me l'a fait, génial. Vous pouvez refaire si vous voulez. Sauf qu'il s'est trompé, il m'a fait un carré de 60 par 60. Avant de ChatGPT, soit je l'aurais fait moi-même, j'aurais fait les calculs, etc. Je me serais peut-être trompé aussi. J'aurais demandé à mon père, il serait peut-être trompé aussi. Moralité de ça, en fait, c'est un outil formidable. Mais il peut se tromper. Il faut l'utiliser à bon escient dans des cas d'usage qui sont bien précis. Vous vous rappelez Excel? Excel est utilisé un peu partout. C'est parfois d'ailleurs le CRM numéro 1 des entreprises. En fait, l'IA générative est une révolution, point de vue personnel. Je pense qu'il y a eu la révolution avec Internet, la révolution avec justement cette partie IA générative, génial. Mais en fait, c'est exactement comme Excel. Excel est un formidable outil qui vous sert au quotidien. L'IA générative est un outil formidable qui vous sert au quotidien. Utilisé dans les bons outils, avec cette possibilité de se tromper en tête, je pense que vous ferez des choses super. Je prends la suite. Très souvent, quand on ne passe pas à l'IA, il y a beaucoup de conceptions mentales, théoriques qui bloquent le chemin. Elles fondent assez naturellement quand on descend un petit peu sur le terrain. Donc ces conceptions-là, ça vaut le coup de mettre les mains un petit peu dans le cambouis, c'est-à-dire de regarder les choses de près. L'IA peut parfois paraître être un sujet purement technique. Bonne nouvelle, globalement, ça tend à se simplifier, ça rend être de plus en plus accessible. Et il y a des experts, des gens qui accompagnent, qui forment, qui aident, qui simplifient. Et en fait, pour le dirigeant, tout autant que le dirigeant ne peut pas tout produire lui-même ou tout accompagner lui-même, il peut comprendre assez facilement en réalité, ou en tout cas il peut se positionner, mais ça demande de casser cette lecture de premier degré. Voilà. Et donc moi j'encourage à rentrer là-dedans parce que ce n'est pas juste une question d'efficacité opérationnelle ou de mode, c'est la transformation prochaine qui est en train de se mettre en place maintenant, de la même manière qu'on a eu celle du web, du digital. C'est celle qui a lieu actuellement et elle est tout à la fois indispensable et extrêmement forte en termes de rupture, peut-être même plus agressive encore que les précédentes. Nous, on fait avant tout du contenu. L'IA, le mot que je voudrais vous dire, c'est qu'on a un stade où c'est aussi un énorme vecteur d'émotion. Et ça, on en a parlé, mais quand on disait que le business model était à 80% sur une certaine typologie, aujourd'hui, il ouvre les portes d'un autre business model qu'on va présenter à nos équipes le 26-27 juin. Et en fait, je pense que c'est, en tout cas pour ce qui nous concerne dans la création de contenu, ça nous permet de faire des choses assez incroyables, de faire revivre des IP qui n'existent plus, que vous avez connus dans votre enfance, que ce soit des films, des personnages que vous avez vus, on va pouvoir les faire revivre grâce à l'IA. On a fait une vidéo là récemment, la semaine dernière, sur la pédocriminalité. Et l'IA nous permet aussi de nous mettre dans la peau d'un enfant qui vit ces sujets-là. Et c'est très difficile d'en parler quand c'est un expert face caméra, mais quand vous mettez vraiment dans la peau d'un enfant. Donc voilà, quand je vous disais, c'est en train de transformer notre raison d'être, je le pense vraiment. Et ce vecteur d'émotion qui manque, je pense, en ce moment beaucoup dans le monde des médias, grâce à l'IA, il réapparaît. Donc je ne sais pas si ça peut être utile aussi dans vos business models, mais la pub dont vous avez toujours rêvé, grâce à l'IA, elle devient parfois possible. Donc tout ça, il faut aussi jouer avec. Il ne faut pas, évidemment, ça fait un peu peur, c'est complexe, etc. Mais si on s'en sert tous dans notre quotidien, c'est quand même pour quelque chose de beaucoup mieux. Et voilà, donc nous, on l'a mis au cœur là, de notre raison d'être 2030. Moi, je terminerai en vous disant, on va parler peut-être du cerveau humain à défaut d'intelligence artificielle. On a quand même deux pôles. Je pense qu'on a une partie, peut-être même plus, une partie créative et une partie plus rationnelle de contrôle. Vraiment, sur ce sujet, utilisez les deux, c'est-à-dire, et d'ailleurs, découpez vos temps sur les deux.
passer du temps de manière significative à comprendre ce que peut faire l'IA, comment ça va impacter le marché. Les questions qui ont été posées sont les bonnes sur quelle est notre valeur ajoutée demain. Non seulement aujourd'hui, mais quand vous comprenez ce que va faire l'IA, qu'est-ce qu'on veut garder demain et sur quoi on veut garder la maîtrise, comment on peut continuer d'innover. Passer du temps vraiment à vous-même expérimenter ce que fait l'IA dans vos différentes tâches quotidiennes, ça vous permettra vraiment de mieux comprendre ce que c'est capable de faire. Prenez 1 ou 2 personnes aussi par équipe, vraiment d'en faire les champions, donnez-leur le mandat, quitte à voilà, en leur disant c'est pas grave, mets un peu de data de manière contrôlée, essaie de comprendre, parce que tant qu'on joue pas avec, je pense qu'on n'est pas en capacité de comprendre absolument ce que c'est capable de faire. La deuxième partie maintenant, c'est quand vous passez sur l'implémentation, là ça nécessite d'activer pour le coup des leviers que vous maîtrisez complètement à mon avis aussi au quotidien, qui est tout le rationnel d'une étude projet. C'est pas parce que c'est absolument génial sur le papier que ça a une viabilité économique. Et là, il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent se planter. Il y a aujourd'hui des coûts. Franchement, prenez en compte les coûts de demain. Prenez en compte les coûts cachés. Oui, vous avez automatisé un contact avec un futur client, un futur prospect, mais qu'est-ce que vous renvoyez comme image? Enfin, analysez aussi quelque part l'irrationnel et l'émotionnel. C'est hyper important. La perception aujourd'hui des agents IA, elle est aujourd'hui ce qu'elle est. Elle évoluera peut-être demain, mais donc n'oubliez pas le timing de marché sur tous ces sujets-là. Donc il y a vraiment, il faut activer, jongler pour moi entre ces deux sujets. Il y a une phase vraiment qui est dans l'innovation pour ne pas passer à côté de rupture et vraiment de comprendre là où est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre de l'IA. Et derrière, après, il y a une matrice qui est vraiment le rationnel, la priorisation, de prendre les projets et de se dire, bon voilà, ok, j'ai identifié 10 projets dans une phase d'inno, mais là, il y a ces 3 projets, je vais commencer par là, ils ont un ROI qui est évident, le ROI disparaîtra pas, et j'y vais, je fonce. Et activer, voilà, et vraiment, forcez-vous à séparer le temps passé vraiment de manière très pratique entre ces 2 activités cérébrales qui sont indispensables, parce que passer franchement que du temps dans l'une, c'est se bercer d'illusions sur ce que vous êtes capable de faire et que la concurrence est capable de faire, et vous dormirez mal. Et à l'inverse, rester dans le rationnel, c'est probablement passer à côté d'opportunités qui vont être complètement structurantes pour vos business. Donc, jongler entre les deux, parce qu'à la fin, franchement, la valeur créée, c'est ce que vous implémentez dans vos systèmes. Donc, ça n'a jamais changé, ça ne changera pas. Voilà. Et puis, voilà, dernier truc, parce qu'on est aussi tous humains, n'oubliez pas la valeur du capital humain. Certes, il y a des emplois qui sont menacés, c'est évident. Mais il faut aussi que vous vous disiez, voilà, mes collaborateurs aujourd'hui, comment est-ce que je les accompagne dans le changement et j'en garde une valeur ajoutée. Parce que franchement, à moyen long terme, si votre boîte, c'est que des agents IA, certes, vous serez dans le classement des meilleurs ARR par tête de pipe. La réalité, c'est que votre barrière à l'entrée, elle s'est effondrée. Donc après, vous choisissez si vous êtes dans le court terme ou si vous voulez construire un business dans le moyen long terme. Le capital humain, c'est une barrière à l'entrée qui est phénoménale. Donc, il s'agit de le mettre au bon endroit dans la chaîne de valeur. Merci Damien. Merci à tous. Merci Elsa, merci Thomas, merci Ludovic, merci Baptiste. Petit instant pub justement pour mettre en avant ce que vous venez de dire. BPI France vient de sortir son étude PME-ETI sur l'adoption de l'IA dans les entreprises. 58% des dirigeants disent que c'est de la survie à horizon 3-5 ans, mais seulement 26 l'utilisent. Voilà, donc c'est bien ce qu'on disait, il faut y aller, il faut se lancer. On a un peu de temps pour prendre des questions. On va passer un micro. Anaïs, super, merci beaucoup. Bonjour à tous, Laurent Acide, je dirige une start-up dans l'IA générative spécialisée dans les analyses de marché. Donc notre métier historique, c'est de faire de la market intelligence. Donc il y a 2 ans, quand on a vu l'IA générative arriver, on s'est dit fantastique, on a commencé à l'utiliser pour nous, on l'a montré à des clients qui ont dit mais c'est vraiment incroyable. On pensait vraiment qu'en 6 mois, on aurait nos agents. Donc je vous remercie de dire les choses avec vérité, c'est ce que j'aime en venant dans le hub. C'est qu'en fait, on a mis 2 ans pour le faire. Et en fait, la recommandation que je ferais, c'est MVP. C'est-à-dire qu'on est toujours trop ambitieux en définissant, en fait, on s'est dit, en 6 mois, on a fait des trucs formidables, donc on va faire nos 20 chapitres du landscaping, le cadre réglementaire, les attentes clients, les business models, comment on utilise les technologies digitales. Et puis d'autres CTO disaient, mais pourquoi 20? On va commencer avec 5.
Je lui ai dit, bah non, c'est hyper rapide, on va faire les 20. Grave erreur, il fallait en faire 5, le finaliser, le tester, le déployer, en faire 5 de plus. Donc une grande recommandation, le MVP. C'est-à-dire commencer petit en remplissant vraiment une partie de la fonctionnalité. Donc merci de vos recommandations parce que je crois qu'on a eu les mêmes expériences. C'est un outil absolument fantastique. Dernier mot, depuis 30 ans, on fait de la market intelligence. On a travaillé sur plus de 500 marchés de croissance et d'innovation. Et c'est effectivement l'innovation la plus transformative qu'on a rencontrée dans notre carrière. De très très loin, si je faisais une échelle de 0 à 100, la plus disruptive qu'on ait rencontrée en market intelligence, ça serait 15. Et l'IA générative, c'est 100. Donc c'est impossible de passer à côté de ça. Voilà, merci pour vos témoignages. Merci. Bonjour, merci pour cette question. Charlotte Seyal, Iconoclast. Je voulais savoir, vous vouliez parler, pardonnez-moi Elsa, un moment de métiers qui risquent de disparaître. Vous avez déjà eu des changements dans vos structures. Nous, on est dans la tech aussi, et justement apporter des solutions et former les métiers de demain. Je serais ravie d'avoir votre retour d'expérience. Ouais, on n'en a pas parlé, mais pour nous, ce qu'on voit, c'est que l'IA va nous pousser à avoir des profils. La concurrence, elle est plus forte, du coup, en interne. Elle a créé plus de concurrence entre les équipes et elle va nous pousser à avoir des journalistes, on va dire, on va être beaucoup plus sur l'angle du sujet, du coup, la créativité. Avant, vous recrutiez un journaliste parce qu'il savait monter, faire se tourner, faire son sujet, etc. Ces barrières-là, on va dire, techniques, sautent puisqu'on est plutôt très aidé par l'IA. Concrètement, on a un métier qui a pratiquement disparu chez nous. C'est ce qu'on appelait les secrétaires de rédaction, donc les relecteurs. Ceux qui, toutes nos vidéos sont sous-titrées depuis le début. Et donc, voilà, l'IA, effectivement, fait un gros travail de correction de ces sous-titres, le fait de façon de plus en plus intelligente, en prenant en compte le contexte, la tonalité de l'interlocuteur qui parle, etc. Bon, manque de peau, ils étaient au CSE tous les deux. Et c'est un métier qui, il y a peu d'offres sur le marché. Secrétaire de rédaction, ça fait un moment que c'est en déclin. Parce qu'on disait aux gens, bah, tu dois être journaliste, tu dois savoir écrire correctement sans qu'on ait quelqu'un à te mettre. Sauf que quand vous produisez une quarantaine de contenus par jour, ben, il faut un secrétaire de rédaction. Donc il y en a un des deux, on lui a dit, on a investi au même moment sur le site web. En 2024, on s'est dit on va faire un site web. Comme quoi on a fait plein de conneries, parce qu'on a fait des apps avant. Mais voilà, on s'est dit en fait, il faut faire un bon site web. Et on lui a proposé de le former pour devenir journaliste pour ce site web. Donc concepteur-rédacteur. Sans blaguer, en 6 mois, d'un point de vue salarial, c'est game changer pour lui. C'est-à-dire qu'il était sur un métier complètement en déclin, où tous les ans, bah, il n'osait même pas demander une augmentation, parce qu'en fait, déjà, estime-toi heureux d'avoir ce job. Et aujourd'hui, en fait, toutes les boîtes ont des sites web. La bataille du référencement SEO, elle est toujours d'actualité. L'IA n'a pas gagné. Et donc, voilà. Donc, lui, aujourd'hui, c'est notre profil un peu senior sur lequel on se repose dans l'équipe site web. Voilà. Donc, il a été notre super ambassadeur de ce changement-là. Voilà, c'est un exemple. Merci, Elsa. Autre question ? Bonjour à tous, ouais, je vais me lever. Laure Pressac, moi je dirige une toute petite structure, on fait du conseil dans le secteur culturel, donc très loin de tout ça. Moi j'ai pas trop de champions dans mon équipe, on a commencé à tripatouiller, mais c'est un peu ce que vous disiez, on cherche des gens pour nous accompagner. Très sincèrement, pour l'instant, on a beaucoup de bullshit et pas beaucoup de choses qui nous aident à avancer. Donc moi je voulais savoir comment vous aviez repéré les gens qui vous avaient aidé à, pas à faire à votre place, mais à vous questionner intelligemment, à identifier les bons outils, à savoir quand est-ce qu'on investit, quand est-ce qu'on bascule. Voilà. Merci beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas moi qui le dis, c'est la BPI, mais qu'en France, on a énormément de super talents en IA, ce qui n'était peut-être pas le cas dans d'autres domaines, mais je crois qu'ils avaient fait un mapping en 24, il y avait 2500 vraiment experts de l'IA, pas tous ceux qui mettent sur LinkedIn le mot IA, et il y en avait 500 en France, donc c'est quand même assez colossal. Nous, on a vu l'étude, on a appelé la BPI, on leur a dit « aidez-nous ». Et pour le coup, ils ont vachement joué leur rôle.
puisqu'on a eu plusieurs profils, dont Alex. Je lui ferai une statue, mais il nous aide encore. Ne le piquez pas trop, je vous l'ai dit. Mais je pense qu'en fait, ça dépend vraiment du secteur. Nous, c'était un peu... il avait la double compétence. Il était ingénieur et à la fois, il adorait la vidéo. Donc, tout seul, il travaillait la vidéo chez lui. Donc, voilà. Je vous ai pas répondu, mais c'était juste trouver... La BPI, pour le coup, fait ce job, je pense, d'identification des talents, quel que soit le secteur. Donc, c'est eux qui nous ont aidés. Thomas, tu veux compléter peut-être? Oui, en 2 mots, parce que c'est un sujet extrêmement intéressant. Effectivement, le programme de la BPI, d'ailleurs, IA Booster, s'adresse en grande partie aux PME. Et je pense qu'on peut dire que c'est un succès, hein, les chiffres le montrent, donc c'est un point positif de ce point de vue-là. Autre chose intéressante, si effectivement vous bossez avec par exemple des consultants, des externes, des équipes, etc., je ne suis pas surpris que vous voyez beaucoup de bullshit parce qu'il y a eu un tel retournement où tout le monde s'y est mis d'un seul coup que, et voilà, effectivement, il y a un peu une ruée vers l'or. Peut-être un point à regarder, c'est les rythmes, les arcs, c'est-à-dire que les projets de transformation des boîtes de 1000 personnes ne sont pas ceux des boîtes de 100 personnes, qui ne sont pas ceux des boîtes de 10 personnes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodes, je pense, d'accompagnement qui sont plus adaptées à des résultats avec beaucoup d'itérations très courtes, des choses très concrètes, etc. On ne passe pas forcément par 50 slides avant de démarrer un projet quand on est sur une boîte de 15 personnes, par exemple, là où on va passer par beaucoup d'études préliminaires sur des transformations de cœur métier sur des boîtes de 1000 personnes. Ça n'a aucun sens quand on est 10. Voilà. Donc, c'est aussi une question d'adaptation, certainement, des processus d'accompagnement à cet endroit-là, qui doivent être plus concrets et sur des itérations plus courtes et plus proches du terrain, sur des équipes plus petites en moyenne. Je compléterai sur le fait que votre réseau, que ce soit professionnel, syndicat ou autre, peut aussi être une solution, puisque en fait, c'est via ses pairs, en disant ben, moi, lui, il m'a aidé, je te le conseille, tu devrais voir avec elle, et ainsi de suite. C'est aussi une bonne façon de filtrer, j'ai envie de dire, les expertises. Bonjour, je suis Guido Spiegler de Twin IT. On fait du calcul scientifique pour les bureaux d'études aéronautique défense. Et il y a beaucoup de craintes dans ce domaine-là, évidemment, de cybersécurité et de défiabilité. Et ma question, c'est comment est-ce que je fais, moi, petite boîte, pour convaincre mon gros client que je ne suis pas à un point de fragilité pour lui. C'est technique, c'est juridique, c'est humain. C'est un risque gigantesque, hein. Si je me fais de l'IA et que mon client n'a pas confiance, ben, je suis mort. Comment est-ce que je fais de l'IA en lui faisant confiance? J'ai travaillé 10 ans avec la défense, donc sur des projets IA, et c'est vrai que c'est particulièrement difficile. Une des approches qu'on ne développe pas du tout depuis 15 ans, c'est le fait de faire le contre-pied total au deep learning et au LLM en faisant des approches plus démontrées, plus logiques, plus ce qu'on appelle de l'IA symbolique. Pas de bol, c'est une approche on n'a quasiment pas d'experts sur le sujet parce que c'est en train de disparaître. Enfin, ça a quasiment disparu des formations. Aujourd'hui, des architectes de l'IA au sens classique, il n'y en a quasiment pas. Ça, c'est un peu embêtant. Mais je pense qu'il faut remonter sur ces compétences-là parce que on l'oublie, mais il y a quand même tout un domaine de l'IA qui est dédié au fait d'avoir des algorithmes ultra sûrs, quoi. Et par exemple, quand on met de l'algorithme dans des avions, ben, on a toute une branche de l'algorithmique qu'on appelle la programmation démontrable démontrée, où effectivement on va produire les choses d'une manière différente. Pas de bol, les LLM ne sont pas du tout bien positionnés dans cette catégorie-là, ils ne sont pas du tout bien fichus par nature pour ces problématiques-là. Donc IA oui, peut-être effectivement aller moins sur du LLM. En tout cas, si on est sur de la demande de forte fiabilité et de fort déterminisme, par nature, on en est moins. Alors après, on sait qu'on a des outils qui fiabilisent et qui facilitent. C'est-à-dire que si on n'est pas sur du 100% démontrable, juste sur de la très haute fiabilité, on peut arriver en sous-découpant les problèmes, en les séquençant et avec tout un enjeu d'ingénierie pour rendre les modèles plus déterministes. Mais on sait qu'on sera toujours à la fin contraint de changer de fusil d'épaule, ne serait-ce même qu'en termes de fondement technologique là-dessus. Et c'est certainement, à mon sens, un des leviers de développement de ces prochaines années que de sortir d'une approche purement statistique et deep learning qui a envahi complètement notre approche technologique, qui débloque plein de choses, mais qui, dans les secteurs qui ont besoin de haute fiabilité, sont par nature pas bien designés pour ça, quoi. Et quand on va au-delà du 99.9, bah, c'est clairement pas adapté, quoi. Bonjour, Adrien Hubert, Société industrielle de diffusion. On est dans le commerce B2B de produits de maintenance industrielle, un métier assez pas très ingénieux, assez simple. En tant que CEO, en tant que DG, comment vous animez un projet comme ça au niveau du comité de direction et la position des différentes directions? Je pense surtout à la RH, puisqu'on parle d'adoption, c'est un vrai sujet. Résistance au changement, est-ce que vous avez des tips? Comment vous avez dessiné
le projet au sein de l'équipe de direction pour éviter les guerres de clans. Ça pique un peu, mais c'est la réalité. Hein. Ouais, non, mais c'est clairement la réalité. En fait, là-dessus, il ne faut pas mystifier pour le coup l'IA, il faut le prendre comme un projet classique et reposer sur toute votre expérience personnelle, votre connaissance de votre boîte. On l'a dit tout à l'heure, il y a des dirigeants qui vont y aller en mode c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Enfin, si c'est votre manière de gérer, je pense qu'il faut aussi la suivre et pas la changer dans ce projet-là. Il y a déjà suffisamment de complexité pour pas réinventer la roue en gestion de projet. Si vous avez besoin que le consensus vienne d'en bas, faut créer le bon brainstorming pour que les gens voient la valeur et qu'ils en soient intimement convaincus. Nous, à titre partage d'expérience, en fait, dans 3 endroits dans l'entreprise, j'ai mis en place 3 vraiment process hyper différents. Il y avait une équipe donc, chez nous qui est la pédagogie, donc qui fabrique tous les programmes. Là, je savais que c'était vraiment important qu'ils jouaient avec et qu'ils voient leurs propres yeux que le truc est game changer. Donc là, pour le coup, j'ai fait venir des gens externes, on a fait un certain nombre d'ateliers qui leur ont montré tout ce qu'on était en capacité de faire. Ils ont pu interagir avec différents LLM pour commencer à comprendre. Et petit à petit, la graine a germé. Et après, on reprend le projet en disant voilà, t'en as vu la valeur. Maintenant, pour le coup, on va se séquencer, on va cadrer le projet, on va mettre des milestones. À l'inverse, voilà, il y a d'autres équipes où la sauce prend plus rapidement. Les devs sont les premiers à saisir d'outils IA parce qu'ils en voient la valeur ajoutée. Donc, voilà, moi, je pense que si vous avez vraiment envie d'y aller, que vous avez une résistance force au changement, je pense que moi, c'est ma façon de faire. À un moment donné, il faut quand même indiquer que c'est un prérequis hyper important. Mais que par contre, vous écoutez l'équipe sur le ressenti et sur la manière d'y aller, que s'ils ont envie de choisir un expert, que c'est leur manière de s'impliquer, vous êtes libre à ce qu'ils consultent un certain nombre de gens sur le marché, mais il faut poser au moins le point de départ, le point d'arrivée et laisser la manière de faire. Après, vraiment, je pense que là-dessus, le meilleur conseil que je vais vous donner, c'est écoutez-vous, c'est un projet comme un autre, donc il y a autant de conseils RH qu'on pourrait vous donner. Après, moi, c'est ma lecture du monde RH, c'est qu'il faut comprendre l'écosystème, pourquoi ça bloque, écouter les gens. Donc voilà, après, si la fonction RH ou des coachs peuvent vous aider pour le faire, mais il faut vraiment écouter pourquoi est-ce que ça bloque. Bien sûr, il y a une crainte de résistance, d'impact sur l'emploi. Faut en être convaincu, mais moi, ce que je dis souvent en interne, c'est comme toute rupture technologique, la réalité, c'est qu'on ne peut pas l'éviter. Les gens qui ne voulaient pas que le digital arrive, y compris dans la presse, ok, mais on va juste que perdre du temps. Donc, c'est en train d'arriver. Testez l'outil pour comprendre. Vous allez voir, en fait, de vos propres yeux. Voilà. Et là, déjà, vraiment, c'est un peu différent parce que quand ils n'ont pas la capacité nécessairement de jouer avec, d'apprendre l'écosystème, c'est plus difficile de se projeter dans qu'est-ce que je vais devenir. Quand le cerveau passe en mode craintif, il est binaire. Il dit mon emploi va juste disparaître. Non, en fait, je ne suis pas en train de dire ton emploi. L'exemple d'Elsa est très bon. Tu peux très bien faire autre chose. Donc, pour moi, il faut vraiment casser ce mythe parce qu'aujourd'hui, peut-être dans 15-20 ans, on verra où le monde nous emmènera, mais à très court terme, il y a largement de l'opportunité pour construire tout un écosystème autour de l'IA, de permettre de monter les valeurs ajoutées. Le digital, ça crée énormément de craintes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus personne s'imagine bosser sans PC, sans toutes les fonctions vocales qu'on peut avoir à gauche, à droite. Et en fait, aujourd'hui, les gens, j'en sais rien, ils sont plus heureux ou malheureux. On ne va pas faire d'études de satisfaction digitale et de l'IA, mais c'est un fait. Et donc, c'est la question, c'est plutôt vraiment leur dire, c'est une rupture. Il faut l'assumer, il faut faire venir prendre des experts si on avait besoin. Il faut l'assumer que c'est une rupture technologique qui est très, très forte. Pour moi, l'interrogation, c'est le modèle économique. Alors, bien sûr, les enjeux de confidentialité, etc. Il ne faut pas être naïf de ce point de vue-là, mais on trouvera il y aura des contournements là-dessus, mais honnêtement, ça va arriver, c'est en train d'arriver, et donc il faut que tout le monde comprenne qu'il faut se dire quelle est ma place demain avec ces outils-là. Et donc, il faut mettre sur la table le fait que vous comprenez qu'il y a des craintes, etc., mais que c'est en étant justement proactif sur ces projets-là que vous allez y arriver. Donc moi, il y a vraiment pour moi une phase de... Une fois que vous avez débloqué ces schémas mentaux, je pense que vous avez probablement fait le plus dur. Mais il faut être relativement prescriptif sur le fait qu'il faut y aller, quoi. Quelqu'un voulait compléter ?
fait, nous, juste pour finir, nous on se dit que l'IA aujourd'hui, en tout cas chez Brut, on va avoir besoin de quoi? Encore plus de créatifs. Donc, vous l'avez compris, mais pour nous, la guerre là, du talent, elle est lancée. Et d'ailleurs, vous parlez des RH, mais souvent, il faut embarquer les RH aussi dans cette transformation. Et je trouve que c'est finalement assez complexe pour le coup, de les faire changer de mindset, de là où on va recruter, comment on va recruter. Créatifs, des gens qui savent prendre des décisions. Tester ChatGPT sur une prise de décision, il va vous dire un truc, la Suisse, quoi. Et troisièmement, il va falloir prendre des gens qui soient des... On parlait beaucoup de capital humain, mais des Luis Enrique, quoi. Il nous en faut partout. Et donc, en fait, nous, en tout cas, moi, c'est ce que je veux faire, c'est ce qu'on fait chez Brut. On a créé cette promo de leader des 40 qui font Brut, peu importe leur niveau hiérarchique, mais en tout cas, c'est les 40 qui ont le plus gros impact dans la boîte. On les voit beaucoup, on fait des trucs, des trucs basiques. Hein. On part à Clairefontaine là 2 jours, on va faire du foot, on va avoir des gens inspirants. Enfin, on a besoin d'être ensemble, ils sont à 2 par chambre. Enfin, on a encore plus besoin de ça qu'avant. Je pense que le mot IA, chez nous, à un moment donné, il y a une saturation. Donc d'être mis à toutes les sauces. Je ne sais pas vous, aujourd'hui, en venant à une table ronde, la énième sur l'IA. Donc du coup, c'était éviter d'en parler, de parler plus du bénéfice induit et du ROI business. Parce qu'en fait, on l'écoute que si ça a un impact sur le business, si ça génère du chiffre d'affaires. Donc voilà, nous, c'est les 3 sujets. Avoir des décideurs, des créatifs et des super managers. Merci. À Paris, on est 200, dans le monde 260. C'est pour ça que je vous dis, on est encore petit par rapport à des tailles d'organisation de. Merci beaucoup à tous. Merci à nos intervenants. Merci également aux équipes qui ont permis ce matin, notamment Anaïs et les équipes de réalisation. Et puis merci à vous d'être venus ce matin. Bonne journée à tous.